pourquoi la prétendue marche contre la vie chère du 13 septembre 2024 ne pouvait pas prospérer. Chers parents, les opposants se sont levés, ils ont fait du bruit partout dans le monde, que eux vont marcher. Et que cette marche-là, c'est le début d'une campagne jusqu'à ce que Ouattara quitte le pouvoir. Et lorsqu'ils ont commencé, ils ont tapé presque partout. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ces marches-là interviennent à quel moment, dans quel contexte et pour quel objectif. Pourquoi les opposants voulaient marcher forcément dans ce mois de septembre-là? C'est parce que vous savez que septembre, il y a la grande rencontre de toutes les grandes nations ici à New York. Et donc pour préparer cela, les opposants ont pris attache avec Assimi Goïta et avec Ibrahim Kaka. En collaboration avec Soro Guillaume, ils ont fait tout pour essayer de salir le pays, de créer la chienlit dans le pays. Cela n'a pas marché. Et vous avez tous vu, quand Katina est allé au Burkina, il a rencontré Soro Guillaume. Il a effectivement rencontré Soro Guillaume. Et ils se sont partagés les rôles. C'est pourquoi vous avez vu Chaka Dia est sorti. Pendant plus d'un mois, il allait chercher les appuis extérieurs. Je parle de Tidiam Tiam. Malheureusement pour lui, le président Ouattara était là-bas. Quand ils ont mis l'individu devant les faits accomplis, les Français lui ont dit, si tu continues à ce jeu-là, on risque de t'interdire le territoire français. Quand Chaka Dia est venu, comme par extraordinaire, Chaka Dia, alors que le pays était en paix, Chaka Dia dit que lui ne veut pas faire coup d'état avec les gens, que lui n'est pas habitué à la violence. Donc ça voulait dire donc que vous étiez dans un projet de violence. Et comme ce projet de violence a échoué, et que maintenant chacun cherche sa tête, il n'avait plus d'autres arguments que de fabriquer quelque chose rapidement. Et sur quoi est-ce qu'ils vont bondir? Ils vont bondir subitement sur le phénomène de Woubi. Je vous parle du contexte. Et le problème de Woubi, on aura l'impression qu'il n'y avait jamais eu de PD en Côte d'Ivoire. On aura l'impression que les Ivoiriens adorent les PD. On aura l'impression que c'est la première fois que les Ivoiriens font face à ce problème-là. Mais c'est l'opposition qui était en bas. Et on a pu intercepter un de leurs appels téléphoniques où ils disaient que c'est leur dernière pièce et qu'il faut qu'ils aient des morts et des vidéos qu'ils vont envoyer à leurs cyberactivistes aux États-Unis, en France et dans le monde pour que les autorités ivoiriennes soient salies lorsque la délégation ivoirienne va venir ici aux Nations Unies. Et donc l'objectif, on va soulever une campagne pour faire croire que ce sont les autorités ivoiriennes qui encouragent les gens à l'homosexualité. On va faire croire aux gens que les homosexuels ont envahi la capitale au point que, si nous ne faisons attention, ce sont les homosexuels qui vont nous dicter la loi. Ils vont aller même plus loin, inciter des gens qu'ils vont payer pour essayer d'attaquer des homosexuels. Nous n'aimons pas les homosexuels, tout le monde le sait. Mais en même temps, on ne peut pas être plus fort que Dieu et on ne peut pas être plus fort que la loi. Mais l'opposition avait son objectif caché là derrière. Obtenir ces images-là, et comme l'homophobie, une fois qu'on vous présente comme homophobe aujourd'hui, c'est une colle qui prend, ils ont essayé ça. Malheureusement pour eux, ça encore, ça a échoué. Quand on a fait sortir les propos du président depuis belle lurette, quand on a fait sortir le deuxième porte-parole du gouvernement, et quand des intellectuels sont sortis pour mettre les points sur les i, les opposants étaient désorientés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans ce mois de septembre, on a besoin d'images de violence. Dans ce mois de septembre 2024, on a besoin de cadavres. Dans ce mois de septembre 2024, on a besoin de salir l'image de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si nous, opposants, nous ne pouvons plus passer par la violence, parce que toutes nos pièces ont été mises à nu. Si nous ne pouvons plus passer par la manipulation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir maintenant manipuler les Ivoiriens. Et comment on va manipuler les Ivoiriens? Il s'asseye rapidement, il trouve un sujet. Il dit, bon, allons sur la vie chère là. Allons sur la vie chère. Il suffit de dire que vraiment les Ivoiriens n'arrivent plus à respirer. Et que Ouattara même leur fait vendre l'air. Et donc à partir de là, on va maintenant profiter de cela. Quand on va profiter de cela, c'est ce qui va nous mettre maintenant dans le deuxième aspect. On n'est plus dans le contexte, mais on est dans l'objectif maintenant. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
en manipulation des populations, on va maintenant exposer nos intentions cachées. Parce que nous-mêmes, les opposants, on n'a plus confiance en nous-mêmes. On n'a plus confiance en notre capacité de violence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'ignorance de la population pour essayer de la faire sortir. Et comme par miracle, la population a subitement faim. La population n'arrive plus à respirer. Les Ivoiriens sont tellement énervés qu'ils ne peuvent plus rester dans leur maison. On donne l'impression que la Côte d'Ivoire va exploser le 13. Et surtout, on donne l'impression que cette marche-là, ça sera le début de l'apocalypse dans le pays. Et donc, l'opposition paye quelques individus et leur demande d'intensifier ce message à travers partout dans le monde. Et l'opposition paye des individus aux États-Unis et leur dit en collaboration avec certains Burkinabés, allez dire partout que l'objectif de notre vie chère pour laquelle on veut marcher, si vous remarquez très bien, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils sont en train de marcher contre la dictature du président Ouattara. Remarquez ça très bien. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils marchent pour la vie chère. Mais dans leur doléance, ils nous parlent aussi de la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste. Et donc les mêmes objectifs, mais de différentes manières. Et c'était bien coordonné. C'était en synergie. Là, comme ça, on allait donner l'impression qu'aujourd'hui, c'est le monde entier qui désavoue le régime de Ouattara. Regardez les marches en Côte d'Ivoire, regardez les marches à New York, regardez les marches à Washington, regardez les marches à Paris. Et quand c'est comme ça, ils vont pouvoir salir l'image du pays et du président de la République. Ça, c'est ce qu'eux, ils avaient vu. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que dans l'art de la guerre, on ne se base pas seulement sur le contexte et les objectifs. Parce que dans l'art de la guerre, le grand maître Sun Tzu nous dit, avant de mener toute bataille, là, il faut d'abord avoir gagné la bataille. Avant de mener une guerre, là, il faut être sûr que tu as déjà gagné avant de te présenter. Et nous, là, on les regardait, on ne disait rien. Pour tous ceux qui se souviennent sur TikTok, 2 ou 3 semaines avant, il y a un de nos frères Koléa qui dit que la marche à Washington aura lieu mordicus. Moi aussi, je lui ai dit, cette marche n'aura pas lieu mordicus. Donc, il y avait un devoir et il y avait un défi qui avait été lancé. Mais je demande aujourd'hui à ce frère-là, la marche du 13 septembre 2024 a-t-elle eu lieu à Washington ou pas? Parce qu'un homme digne, là, quand ta maman et ton papa t'ont bien accouché, là, tu ne parles pas en fonction de tes émotions. J'ai dit, cette marche-là n'aura pas lieu. Et quand le frère est sorti, il est venu dire, ok, on verra, cette marche aura lieu. J'ai senti mon honneur fouetté. Et je me suis dit, si je ne suis pas le fils de mon père, cette marche aura lieu. Et je me suis levé avec les élèves de la classe et on a mis tout en œuvre pour faire échouer la marche de Washington. Je ne rentrerai pas dans certains détails parce que le 11 septembre, vous vous souviendrez, quand je vous ai dit devant vous tous ici que j'ai fait partir un email à l'ambassade du Burkina et que je leur avais dit clairement ce que je pensais, automatiquement, 2 ou 3 heures après, le même mercredi, on m'envoie un message aux environs de 11h56 heure de New York pour me dire que la marche a été remise au 15 octobre 2024. J'ai gardé ça au frais. J'ai dit peut-être que c'est de la diversion. Automatiquement, après avoir reçu mon message, ils ont annulé la marche. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, on a exploité un autre niveau qui est plus haut. Mais vous souffrirez que je ne vous explique pas. Parce que quand tu vis dans un pays, là, il faut connaître les lois de ce pays-là. Et j'avais expliqué ça un peu aux frères lorsque je parlais, mais il n'a pas compris. Je lui ai dit aux États-Unis, là, il y a une règle pour marcher, surtout dans l'État de Washington. Et c'est sur cet aspect-là que j'ai exploité pour informer les autorités de Washington de ce que vous voulez faire. Je ne sais pas s'il y a eu des coups de téléphone ou pas, mais comme par pure coïncidence, automatiquement, la marche a été remise au 15 octobre 2024. Et donc, pour notre part, ça aura été une victoire pour nous que de faire échouer cette marche-là à l'international. Maintenant, le 12 septembre 2024, on a envoyé des EPV physiquement
aller dans l'ambassade même du Burkina Faso pour aller déposer ce papier-là. Et la première chose qu'ils nous ont dit, ils disent, mais on a déjà reçu les copies électroniques. La personne leur dit non, mais on a été aussi on nous a demandé de venir déposer ça physiquement pour que vous nous voyez. Et ça m'a permis de savoir que non seulement ils ont reçu le document, mais ils ont reçu aussi des coups de fil pour leur dire que vous êtes en train de rentrer dans un jeu très dangereux. Et donc, l'ambassade du Burkina, comme on le dit au pays, a mouillé. Mais comme je le disais, une guerre ne se gagne pas le jour de la guerre elle-même. C'est après avoir gagné la bataille là. La bataille de l'information. Et après avoir contrôlé le moral de l'adversaire, on a fait perdre à l'adversaire ses moyens. Sans verser de sang. On a fait effondrer l'ennemi sur lui-même. Ça, ce sont les bases initiales pour toute victoire. Quand tu veux avoir un ennemi, là, il faut l'effondrer sur lui-même. On les a pris à leur propre jeu. Eux qui s'attendaient à ce que nous puissions éliminer Armand Krippe, que nous puissions éliminer Yairi Gaussou, que nous puissions éliminer Dosso Emmanuel, que nous puissions tuer Dro Achille, que nous puissions tuer Konalou et Zakari, que nous puissions éliminer Nyankou Lian, que nous puissions éliminer Thierry Tiassa, que nous exterminions Mao Koulayo, que nous exterminions Akafuaka, que nous faisons disparaître Djoko Brigitte, que nous éliminions Hypothé Mario, que nous éliminions Tato Rostan, que nous éliminions Amari Trésor, Kwasi Nasser, Moï Oscar, Ndoa Sosten, Kama Balé Thierry, Blétaou Alexis, Kambi Irie Désiré, Boni Jean Quevin, Mbesso Aubin, Goba Romaric, Zadi Alain, Wonji Lia Sylvette, Kwadio Rodrigue. Voilà les chiens qu'on avait attrapés. Je vous ai dit, on vous a fait effondrer sur vous-même d'abord. Les chiens qui voulaient marcher là, on les a attrapés comme des animaux. N'eût été la clémence de nos autorités, on vous aurait gorgé tous un à un. Et ce qui vous a sauvé, c'est le contexte. Ils nous ont dit, c'est la même violence qu'ils recherchent. Ne le faites pas. Laissez-les. La justice va s'en occuper. Ne soyez pas comme Laurent Gbagbo, qui, lorsque les gens sortaient pour marcher, lui, les éliminait. Laissez la justice s'en occuper pour faire son travail. On a dit, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que vous voulez, tant mieux. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo disait quand les gens voulaient marcher en avril 2008? Quand les manifestants sont sortis, qu'est-ce qu'il leur a fait? Manger un repas par jour relève de la chance dans certaines familles. Nous vous épargnons les difficultés liées au coût assez fluctuant du transport, de l'électricité et de l'eau. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Maintenant, mon rôle à moi, c'est de vous expliquer pourquoi la vie monte. C'est ça. Parce que vous m'avez mis ici, c'est pour que s'il y a quelque chose, je puisse vous expliquer. Aujourd'hui, peut-être que la plupart d'entre vous ne regardent pas toutes les chaînes de télévision. Mais la veille même de votre manifestation, les télévisions européennes ont annoncé que le prix du riz allait doubler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de riz sur le marché. On n'a pas produit assez de riz. Donc il n'y a pas assez de riz sur le marché. Par conséquent, le peu de riz qu'il y a, chacun le vend à des prix fantaisistes, à des prix très élevés. Ben, si tu n'es pas, tu laisses. Il y aura quelqu'un pour prendre. Le prix triple, le prix double, triple, quadruple. Et nous n'avons pas les moyens, nous, d'arrêter cette famille de prix. Ça ne dépend pas de nous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de dire, les frères, allons cultiver les riz, produisons beaucoup de riz pour notre consommation intérieure. C'est ça qu'on peut dire. Mais le riz qui arrive, je vous assure, le prix a grimpé et le prix n'a pas cessé de grimper encore. Vraiment,
le gouvernement de Soro a beaucoup de défauts, ouais. Mais cette cherté de la vie, ce n'est pas la faute du gouvernement, ni la faute du président de la République. Laurent Gbagbo dit de vous dire que, quand il parle là, c'était en 2008, en avril 2008. Il dit, la vie chère que vous voulez utiliser comme un prétexte là, la vie était chère depuis 2008. Mais que lui et puis son gouvernement là, eux ne peuvent rien faire et eux ne vont rien faire pour changer votre vie. C'est pourquoi, lui-même dit de sa bouche là, il a tué quelqu'un pour que vous ne puissiez plus dire qu'il y a la vie chère en Côte d'Ivoire. Il dit de vous dire que si la vie est chère là, si tu ne peux pas payer là, il faut laisser. Si tu peux payer aussi, il faut payer. Mais lui, avec son gouvernement là, eux s'en foutent de vous. Et surtout, il dit si vous souffrez là, ce n'est pas lui qu'il faut accuser ni son gouvernement. Comment est-ce que vous, aujourd'hui en 2024, ce que vous n'êtes pas capable de reprocher à Laurent Gbagbo, vous voulez venir aujourd'hui reprocher cela à Alassane Ouattara et vous voulez que nous, les partisans d'Alassane Ouattara, on accepte ça. C'est comme quelqu'un qui a mal élevé ses enfants, mais qui veut élever les enfants des autres dehors. Ça ne se passe pas comme ça, Laurent Gbagbo. Ça ne se passe pas comme ça, cher Gore. Si votre Laurent Gbagbo dit de ne pas l'accuser là, de la même manière aussi, n'accusez pas Alassane Ouattara. Mais est-ce que Alassane Ouattara a dit que lui ne pouvait rien faire contre la cherté de la vie? Alassane Ouattara a clairement proposé des solutions. Le plafonnement des prix. Prenez toutes les denrées de première nécessité. Tous les prix sont plafonnés. La meilleure manière de marcher là, c'est de dénoncer ceux qui ne respectent pas le plafonnement des prix. On a parlé de ça. Il y a le 143 qui est là. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Au lieu de chercher à marcher ou bien à créer les conditions de la violence, combien parmi vous ont dénoncé? Combien parmi vous ont fait appliquer ces règles-là quand ils sont dans la boutique et qu'ils ont vu que les prix n'étaient pas maintenus? Mais c'est là qu'on comprend que l'objectif, c'était un combat des politiciens qui ne peuvent pas s'assumer eux-mêmes parce que les moyens de la violence sur lesquels ils comptaient là, tout a été mis à nu. Et donc, ils voulaient sacrifier les enfants des autres. Mais là où Laurent Gbagbo s'est trompé, et là où les partisans de Laurent Gbagbo se trompent, comme le dit le grand maître Sun Tzu, pour gagner toute victoire là, il faut tenir compte de 5 choses. Il faut tenir compte de la doctrine, du temps, de l'espace, le commandement et la discipline. Je vais expliquer un peu rapidement. La doctrine, en 2024, là, c'est qui gouverne la Côte d'Ivoire? Celui qui gouverne la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il gouverne la Côte d'Ivoire avec quelle mentalité? C'est ça qui est important. Tant que tu ne sais pas comment ton ennemi pense, tant que tu ne sais pas comment celui que tu veux combattre pense là, tu ne peux jamais l'avoir. Alassane Ouattara, là, quelle est sa doctrine aujourd'hui? Sa doctrine, elle est très simple. La Côte d'Ivoire doit, et il a dit cela en 2010, lorsqu'il était, les gens, vraiment, c'est pas la peine. Les gens pensent que quand d'autres, non, quand Alassane parle là, prenez ses propos puis collez. C'est là vous comprenez bien. En 2004, là, quand on leur a dit de parler dans quel environnement ils vont faire développer la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara dit qu'il faut d'abord un environnement de paix et de stabilité. Ça veut dire quoi? La paix et la stabilité sont des choses qu'on impose. Ça, c'était quand il a eu le direct fa-fa avec Laurent Gbagbo. Donc, la doctrine du président Ouattara, la violence et le désordre ne vont pas prospérer. La violence et le désordre ne vont pas prospérer. C'est ça la doctrine du président Ouattara. Et après, il va aller plus loin pour expliquer. Il dit, faites-moi confiance, je ne m'amuserai pas avec la sécurité des Ivoiriens que vous êtes. Ça, c'est sa doctrine. Ça veut dire que tu vas tout faire là, mais ça là, tu ne vas pas dépasser. C'est comme de la manière, quand on est en religion, on appelle ça le dogme. C'est comme si tu dis à un chrétien de ne plus croire en Jésus, mais finalement, tu ne lui dis plus de croire en quoi que ce soit. Si tu dis à un musulman, bon, il faut croire en Dieu, mais il ne faut pas croire au Coran. C'est comme si Dieu demande l'impossible. Et donc, là, la doctrine philosophique et intellectuelle et politique d'un homme, c'est aussi ce en quoi il met toute sa foi. Mais vous ne semblez pas comprendre que c'est son point déterminant avec lequel il va gérer le pays. Et c'est ça qui vous en trompez en premier lieu. Mais vous vous trompez aussi des temps. Le temps, comme disait quelqu'un, n'est plus le temps d'avant. Le temps de maintenant, c'est le temps de maintenant. C'est le temps d'ado. Comme dirait le père Amadou Kourouma, c'est le soleil d'Alassane Ouattara.
Lui dit dans son temps là, si tu t'es trompé, il a dit une autre parole, il a dit, ceux qui ne vont pas suivre le train du développement seront mis en retard. Il dit, ceux qui ne vont pas suivre le train du développement, mais il veut dire quoi? Ceux qui ne vont pas se mettre à l'ère du temps dans lequel moi je suis là, ils seront frustrés, ils seront mis en arrière. Mais regardez aujourd'hui des vauriens qui s'asseyent pour dire qu'ils n'ont pas gagné à manger. Dans un pays où on est en train de construire la plus grande tour d'Afrique, dans un pays où on a construit les ponts les plus extraordinaires de l'Afrique, il faut être un individu sans ambition pour dire que toi tu as faim, alors que le travail est là. Et donc, beaucoup se trompent de leur époque et pensent que les temps n'ont pas changé. Je vais casser le niveau du discours. Les temps ont changé parce qu'on n'est plus au temps du désordre de Laurent Gbagbo. Les temps ont changé parce qu'on n'est plus au temps où Laurent Gbagbo avec quelques miliciens, avec les escadrons de la mort, et puis vous pouvez tuer les gens là. Ce n'est plus ça. On n'est plus au temps où, parce que quelques désœuvrés s'assiedent dans les agoras pour parler, on va les payer là. Ce temps-là est passé. On n'est plus au temps où une partie de la gendarmerie se mettait derrière vous pour tuer les civils pour vous. On n'est plus dans ce temps-là. Donc si vous tenez compte des aspects que je viens de citer là, vous allez comprendre que les choses ne sont plus en votre faveur. Hey, aujourd'hui là, si vous vous amusez à sortir là, les miliciens qui étaient dans l'armée là, ils ne peuvent plus sortir pour vous soutenir. Les extrémistes tribaux qui étaient dans la gendarmerie ne peuvent plus vous soutenir. Et donc, vous n'avez même pas les moyens de votre propre violence. Mais votre haine vous aveugle au point que vous ne compreniez pas cela. En ce qui concerne l'espace, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans quel espace? Nous sommes dans un espace de la CEDEAO, où aujourd'hui, il suffit de regarder l'environnement pour voir combien de fois la Côte d'Ivoire est jalousée. Combien de fois la Côte d'Ivoire est aujourd'hui donne envie à tous nos voisins. Mais chaque fois que quelqu'un veut te prendre quelque chose, la personne va tout mettre en place pour obtenir ça violemment ou même par la manipulation. Et donc dans cet espace aujourd'hui là, pour nous protéger contre toutes ces menaces là, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, s'il vous plaît, la 98e armée au monde. Nous ne sommes plus dans un espace avec une armée tribalisée. Nous ne sommes plus dans un espace avec une armée qui ne savait que mater les civils et violer les femmes. Et cet espace-là, vous ne semblez pas le comprendre. Parce que si on arrive à résister au djihadisme, si on arrive à résister à la pénétration des djihadistes, c'est parce que ceux qui sont là aujourd'hui dans cet espace-là maintiennent une certaine sécurité et ont une certaine expérience. Et nous sommes dans un espace aujourd'hui qui est la CEDEAO, où nous sommes la deuxième armée la plus puissante et la mieux formée. Et nous sommes la première armée francophone en Afrique subsaharienne. Ne vous amusez pas avec ces détails. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons les armements les plus sophistiqués qui dépassent l'entendement de tout le monde. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui les capacités militaires de nous affirmer. Mais la quatrième caractéristique, c'est le commandement. Ici, par le commandement, je vais m'inspirer de cette même armée. Qui commande aujourd'hui l'armée? Est-ce que c'est un plaisantin ou quelqu'un qui improvise? Non. Et donc, à partir du commandement même, on comprend déjà l'efficacité d'une armée et des hommes qui sont sur le terrain. Et donc tout ça là, c'était des arguments qui ne pouvaient pas être en votre faveur. Mais il y a quelque chose qui vous a manqué, la discipline. Ah oui, chers opposants, la discipline vous a manqué. Alors que le camp d'en face a accumulé cette discipline-là. La discipline rend l'homme fort et te rend plus droit. Vous, l'indiscipline, l'incohérence, le manque même de tenir compte des éléments extérieurs fait que vous êtes toujours dans des déviations. Vous êtes toujours des êtres tordus. Alors que aujourd'hui, grâce au président Ouattara, l'armée de la Côte d'Ivoire et la population de la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui où elle va. Il y a une ligne droite qui est tracée. Tout le monde demande aujourd'hui le développement, sauf vous. Et donc c'est dans ce contexte-là que vous aviez pensé que la désinformation, en sapant le moral des uns et des autres, cela vous aurait permis de réussir ce que vous vouliez faire. Mais malheureusement, les 25 ou 25 personnes que je viens de citer n'ont pas compris cela. Mais je reviens encore sur l'espace. Et là, maintenant, je vais essayer de parler de l'espace et du temps avec la doctrine. Les 5 éléments que je viens de vous citer là, mettez-les ensemble. On va tout condenser en une semaine
pour vous dire pourquoi votre marche ne pouvait pas marcher. Aujourd'hui, c'est le 16. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord avec moi. Quand en Côte d'Ivoire, les gens ne travaillent pas, le samedi et le dimanche, souvent même le vendredi, ça ne travaille pas. Mais, on va prendre à partir du 14 septembre 2024. C'est tout ce que je vous ai expliqué, les 5 éléments fondamentaux là. Mettez tous ensemble. On va condenser ça sur une semaine. À cause de ça seulement, là, votre marche ne pouvait pas prospérer. Le 14 septembre 2024, le vice-président de la République va à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'en va célébrer un pont là-bas qu'on a nommé le pont Alassane Ouattara. Ce pont-là est construit sur la rivière Nzo, à l'entrée de la ville de Guiglo. Ça faisait depuis 1958, le pont de Guiglo là, un pont vétuste, un pont en lambeaux. Laurent Gbagbo, qui dit être fils de l'Ouest, qui dit aimer les gens de l'Ouest, a été incapable d'apporter un pont. Il aurait fallu que ce fût Alassane Ouattara qui vint y construire un pont. Et donc, Alassane Ouattara a construit ce joyau architectural de 112 mètres de long et 12,55 mètres de largeur. Et c'est un pont à 2 voies, 3,5 mètres chacune des voies. Et donc, depuis 1958, il aurait fallu Alassane Ouattara pour pouvoir changer le visage de la ville de Guiglo. Retenez ça très bien. Quand je vais finir de citer, vous allez comprendre de quoi il est question. Ça fait 1. Le 12 septembre 2024, le chef de l'État a eu à sa résidence à recevoir le président du comité ou de la Confédération africaine de football qu'on appelle la CAF, le docteur Patrice Motsepe. Donc, c'est-à-dire, il a reçu toute l'Afrique le 12 septembre. Le mercredi 11 septembre, au palais de la République de Côte d'Ivoire, il a reçu les lettres de créance de 5 ambassadeurs. Les ambassadeurs Guillermo Marín Gorbea d'Espagne, Dominique Favre de la Suisse, Langat Andrew Christopher du Kenya, Djoumana Souleymani Ali Gemamat de la Jordanie et Peter Ryan d'Irlande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, tous ceux qui ont confiance dans la Côte d'Ivoire étaient présents. Dans cette même semaine-là, le mardi 10 septembre 2024, le chef de l'État a présidé la cérémonie commémorative des 60 ans d'anniversaire de la Banque africaine de développement. Ça ne vous dit rien. La Banque africaine de développement, là, ça veut dire tous les États africains, là, ils ont fait confiance à la Côte d'Ivoire. La semaine passée, les États en Côte d'Ivoire, le 10 septembre, là, pour célébrer les 60 ans de la Banque africaine de développement. Le samedi 7 septembre 2024, c'est le vice-président Tiemoko Mele qui était à Beijing, au sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. Et là-bas, il a discuté directement avec le président de la société Huawei. Et il a discuté avec le président de la société Genartic International. Le président de Huawei, lui, s'appelle Shen Lei. Et le président de Genartic International, lui, s'appelle Kang Hubaiyo. Et pour terminer, le vendredi 6 septembre 2024, le vice-président Kone Tiemoko Mele a pris part à l'ouverture du dialogue tripartite de haut niveau Afrique-Chine-UNESCO sur l'éducation et le patrimoine culturel. Quand tu prends tous ces événements-là, on te dit les représentants de la Banque africaine sont à Abidjan. On te dit Motsepe à Abidjan. On te dit le vice-président ici, il est là. Mais quand tu regardes ça seulement là, votre marche ne pouvait pas prospérer. Parce qu'un homme qui se répète ne peut pas inviter autant de grandes sommités du monde et puis en même temps leur faire voir des scènes de la honte. Donc même en nous basant sur ça simplement, votre marche n'aurait pas prospéré.
Mais comme vous ne savez pas lire les signes du temps, de l'espace et de votre environnement, vous vous êtes fait cueillir comme des oiseaux et maintenant vous serez en face de la justice. On va voir si Laurent Gbagbo aura le courage de reconnaître les faits. Il va dire, ce n'est pas moi qui ai demandé à quelqu'un de marcher. Affiné sans vous l'avez dit. Maintenant, vous serez face à vos destins et vous comprendrez de quoi il est question. Sujet numéro 2. Le bilan en 13 ans du président Alassane Ouattara. Chers parents, j'ai dit que ça sera un peu notre historique. Du 12 avril 2011 au 16 septembre 2024, pour ceux qui aiment beaucoup compter, cela fait 173 mois, 5 jours. Et le président Ouattara, à un moment où, après avoir eu sa victoire, mais Laurent Gbagbo s'est accroché au pouvoir pendant 3 mois, il a fait une interview et il a dit, vous savez ce que les Ivoiriens perdent dans les 3 mois que Laurent Gbagbo a pris dans mon pouvoir? Le journaliste lui a répondu non. Il dit, ça fait 600 milliards de francs CFA que les Ivoiriens ont perdu en termes d'investissement. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire même dans un contexte des plus difficiles, le président était préparé à gérer la Côte d'Ivoire. Il était préparé à investir pour aider les Ivoiriens. Et donc, chaque mois, dans son plan, il devait investir 200 milliards de francs CFA. Maintenant, imaginez-vous, 173 multiplié par 200 milliards. Les gens vont dire, mais ce n'est pas la peine. Pourtant, ça en valait la peine. Parce que non seulement la Côte d'Ivoire venait de sortir d'une guerre, mais nous avons un homme d'expérience qui est à la tête de la Côte d'Ivoire et qui ne parle pas dans le vide, mais qui sait ce qu'il fait. Et c'est pourquoi, depuis 13 ans, vous allez remarquer que la Côte d'Ivoire est un pays qui s'en sort aujourd'hui. Et tous les Ivoiriens sont d'accord sur ça. Qu'aujourd'hui, la gestion de Ouattara, on peut l'aimer comme on peut ne pas l'aimer. Mais de la manière par laquelle il gère là, c'est différent. Pourquoi c'est différent? La paix qu'il maintient. Aujourd'hui, regardez le contexte global. Il y a le coup d'État, il y a les djihadistes qui nous entourent. Mais lui, son pays devient comme un oasis en enfer. C'est-à-dire, nous sommes un oasis en plein enfer. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous aurions souhaité. Mais si les autres aiment le désordre chez eux, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais le président Ouattara, depuis 13 ans, il y a quel Ivoirien qui peut sortir pour dire, depuis le 12 avril 2011 jusqu'au 16 septembre 2024, je voulais aller chercher mon pain quotidien et j'en ai été empêché à cause de l'instabilité. Ce qu'on vous explique là, on ne vous demande pas d'aimer ou de ne pas aimer, mais on vous met devant des faits que chacun peut apprécier. Et voyez-vous, l'esprit humain a cette mauvaise caractéristique. On ne connaît jamais la valeur de quelque chose tant que le contraire ne nous arrive pas. Tant qu'on est en bonne santé, on pense que ceux qui sont malades, c'est leur problème. Mais aujourd'hui, là, pour connaître la valeur de la paix qu'on a eue depuis le 12 septembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, là, qui parmi les Ivoiriens peut souhaiter qu'on obtienne le contraire de ce dans quoi on vit aujourd'hui? Je mets quiconque au défi. Je dis les 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, que quelqu'un dise, nous voulons expérimenter le contraire de la paix. Il n'y en a pas. Mais cette paix-là, il a fallu que quelqu'un la maintienne. Et il s'appelle Alassane Ouattara. Il est venu montrer qu'on peut diriger un pays sans mettre les populations en guerre les unes contre les autres. Sans dire à une population, vous êtes les autochtones, vous êtes les allochtones, vous êtes des étrangers. Depuis que le président Ouattara est là, vous avez entendu combien de communautés se lever, combien compte de communautés pour dire qu'on se bat. Il n'y en a pas. Tout ça, c'était suscité par Laurent Gbagbo. Et alors qu'ils étaient des dirigeants, leur premier rôle qui était de mettre les Ivoiriens ensemble et de créer l'harmonie, et ils ont plutôt créé la désharmonie entre les Ivoiriens. Ils ont créé la cacophonie entre les Ivoiriens. Là, comme ça, tant que les Ivoiriens seront en train de se pourchasser, on ne pourra pas leur demander de travailler. Et donc, voilà la grande différence entre le régime Ouattara et les régimes de Bédié et de Laurent Gbagbo qui l'ont précédé.
Lorsqu'on tient compte de l'environnement politique et social, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la solidarité sont devenus aujourd'hui des moteurs essentiels qui ont propulsé l'économie de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cela a fini par remettre les Ivoiriens en confiance. Et les Ivoiriens travaillent. Et les Ivoiriens se sont mis au travail pour que chacun puisse bénéficier des avantages de la croissance économique. Mais je vais aussi parler sur le plan diplomatique. J'ai déjà parlé de cela la semaine dernière, donc on ne va pas trop perdre de temps. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue la locomotive même de l'intégration de la sous-région ouest africaine. Et je sais très bien de quoi je parle. Toutes les questions qui concernent l'Afrique aujourd'hui, tant qu'on n'a pas l'avis du docteur président Ouattara, c'est que la chose manque de quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde a besoin des avis du président Ouattara. Et là où je vous parle, tellement l'avis du président Ouattara est important. Ah oui, il faut le dire. Le 13 septembre 2024, le président Ouattara donne son avis même au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Le 11 septembre 2024, là, il a dit à Ali Koulibaly, qui est son conseiller spécial, il dit à Ali, va à Libreville, j'ai un message pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Lui qui a fait coup d'état au Gabon, là. Il s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Il dit, j'ai un message, va lui dire ça directement. Va lui dire que chez moi en Côte d'Ivoire, là, l'article 35, là, c'était les bases de l'ivoirité. C'est ça qui a causé des dégâts chez nous. Il faut lui dire, n'a qu'à enlever. Ne pensez pas que je suis un magicien. C'est Africa Intelligence qui a fait sortir l'information. Le président Ouattara s'inquiète de certaines dispositions du projet et tout particulièrement de l'article 53. Celui-ci consacre que sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais nés de père et de mère gabonais et mariés à un ou une Gabonaise née de père et de mère gabonais. Ce dernier fait notamment écho au concept d'ivoirité développé au début des années 1990 et qui a profondément divisé le pays en alimentant de violents débats aux accents xénophobes, mais aussi une spirale de violence meurtrière. Pour ceux qui veulent plus de preuves, vous pouvez lire ça dans Africa Intelligence. Ça a été écrit par Doug Armstrong dans la librairie et vous pouvez lire, c'est le numéro AA034410 pour ceux qui voudraient lire. Après, je vais peut-être poster l'élément en question sur les plateformes pour que vous puissiez voir. Et donc, voyez-vous, si le président Ouattara a aujourd'hui cette capacité-là de chercher la stabilité en Afrique, ce n'est pas les voisins d'à côté qui vont pouvoir l'impressionner. Et même nous était aujourd'hui le président Ouattara, ces pays-là, tels que vous les voyez, ce serait effondré 10 fois pire que ce que vous voyez là aujourd'hui. Et donc, même sur le plan diplomatique, le président Ouattara aujourd'hui n'est plus pour la Côte d'Ivoire uniquement. Et sa voix compte, ses conseils comptent pour toutes les nations qui veulent réussir. Et le président Ouattara sait qu'il a un aura et qu'il sera écouté. Mais quand on a des enfants impolis comme Assimi Goïta, quand on a des petits morveux comme Ibrahim Kaka, des enfants impolis de la dernière classe, qui pensent que c'est en jouant les blacoros qu'eux vont devenir importants, bientôt les djihadistes vont déchirer ta gueule et tu comprendras de quoi il est question. Et donc, grâce à cette diplomatie, le président a pu positionner la Côte d'Ivoire comme un pays très important. Et très important parce qu'il suffit de regarder la réalité du monde aujourd'hui. Je le disais hier, la guerre Ukraine-Russie, en réalité, c'est une guerre entre deux civilisations. Entre la civilisation de l'Est et les civilisations de l'Ouest. Là, on ne regarde plus le monde de façon physique. On regarde le monde en termes idéologiques. Et tous ceux qui sont aujourd'hui dans le modèle américain, que ce soit l'OTAN, que ce soit les États-Unis et leurs alliés, s'ils perdent cette guerre-là, c'est que ça sera un changement de civilisation. Parce que derrière la Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Inde et vous avez aujourd'hui la Corée du Nord.
Et effectivement, ces pays que vous voyez là, la Russie n'a pas de puissance diplomatique. La Russie n'est pas une puissance économique, mais la Russie est une puissance militaire. Et là encore, pour ceux qui font une analyse, c'est une fragmentation des capacités. Aujourd'hui, là, ce n'est plus un pays qui pourra commander le monde. Ceux qui vont commander le monde, là, ça sera un groupe. Et chacun fait quoi? Chacun utilise la force qu'il peut pour amener quelque chose pour réussir. La Russie, là, la Russie n'a jamais développé un pays. Même pour donner 5 francs à quelqu'un, là, ah, je n'ai jamais vu. Russie prend comme ça un milliard donné à quelqu'un. Non, ça n'existe pas. La Russie, là, son idéologie a déjà dépassé. Ça ne peut plus marcher. Mais aujourd'hui, la Russie demeure une puissance militaire. Et donc, on met cette puissance militaire en avant. Si la puissance militaire réussit, les Indiens, les Chinois et les Asiatiques, pour simplifier, viennent maintenant avec leur manière de penser, leur vision du monde, et ils vont contrôler le monde avec ça. C'est ce qui est en train de se passer là. Donc, celui qui perdra la guerre, perdra le contrôle du monde. C'est aussi simple que cela. Mais dans ce contexte aussi difficile, la Côte d'Ivoire a fait un choix qui est clair. Nous sommes du côté des Occidentaux. Mais même, quand bien même que nous soyons du côté des Occidentaux, nous tenons compte de nos relations. On ne se fie pas à un seul partenaire. Parce que on peut être amis aujourd'hui, mais les États n'ont que des intérêts. Demain, là, ton ami d'aujourd'hui peut t'abandonner. Donc la Côte d'Ivoire a maintenu de très bonnes relations des deux côtés. Nous collaborons avec la Chine, nous collaborons avec l'Inde, nous collaborons avec le Vietnam, nous collaborons avec la France, nous collaborons avec l'OTAN, nous collaborons avec l'Amérique, nous collaborons même avec la Chine. À notre défilé, on a fait passer ce message-là pour dire que nous n'avons pas, nous ne sommes pas condamnés à être dans un camp. Ça, c'est un message subliminal qu'on a fait passer. Les qualités d'âme qu'on a fait passer, il y avait un discours politique derrière pour dire que nous ne comptons pas sur une seule force. Et bien sûr, c'est très important. Parce que je prends simplement une relation d'homme à femme. En général, quand un homme sait qu'une femme l'aime trop, il ne considère plus cette femme-là. Et puis, c'est fini, il n'y a plus de défi à relever. C'est la même chose aussi pour une femme. Mais une fois que, dans une relation, tu sais que toujours il y a un défi à relever et que ce n'est pas quelque chose d'acquis, tu fais toujours l'effort d'être là et d'apporter toujours quelque chose d'autre. Et c'est cette simple stratégie que la Côte d'Ivoire a appliquée. Nous ne sommes l'ennemi de personne, mais en même temps, nous sommes l'ami de tout le monde. Parce que nous allons savoir faire notre jeu pour être avec tout le monde et profiter de tout le monde. Ça, on n'avait pas vu une telle intelligence au sommet de l'État de Côte d'Ivoire depuis longtemps. On laisse ça. Venons à nous-mêmes les Ivoiriens qui sommes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire nous, on ne vit pas en Côte d'Ivoire là-bas. Chers parents, vous que nous entendez là, nous on vit dans les pays des autres. Mais quand je prends l'époque de 1993, quand Bédier est venu au pouvoir, jusqu'au 11 avril 2011 là, les Ivoiriens avaient honte qu'on dise de se présenter en tant qu'Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens même qui disaient qu'eux étaient haïtiens. Il y a des Ivoiriens qui disent non, eux, ils avaient honte pour simplifier l'équation. Mais aujourd'hui, là, quand tu es Ivoirien quelque part, aujourd'hui, là, ce qui réjaillit sur toi, l'homme du président Ouattara qui réjaillit sur toi, le respect qui réjaillit sur toi, je ne crois pas qu'un Ivoirien sérieux puisse venir dire le contraire ici. Mais pourquoi c'est comme ça aujourd'hui et puis ce n'était pas comme ça hier? Parce que ceux qui étaient à la tête du pouvoir ne se respectaient pas. Parce qu'ils ne savaient pas qu'on peut travailler sur la diplomatie pour vendre l'image d'un pays. L'Ivoirien était devenu un homme vulgaire qui se promenait de Ouaga à Lomé en passant par Marcoussis pour aller à Kléber, en passant même par Accra pour rechercher quoi? Ne serait-ce que la paix. Ne serait-ce que rechercher la paix, c'est-à-dire avoir un peu de tranquillité. Voilà ce que l'Ivoirien recherchait. Mais le président Ouattara a pu renverser la tendance aujourd'hui. L'Ivoirien se sent aussi respecté qu'au temps de Félix Houphouët-Boigny. Et donc, c'est un travail qui a été fait. Mais plus loin, on vend l'image même de la Côte d'Ivoire. À travers la 34e édition de la CAN, qui s'est déroulée entre le 13 janvier et le 11 février 2024. Plus de 4 milliards de spectateurs.
La CAF a réalisé son plus gros bénéfice jamais réalisé. Ça a été la canne la plus chère. La plus chère parce que aussi la plus rentable. Et donc quand je vois ceux qui disent « mais on a dépensé beaucoup d'argent, on a perdu ». Bon, la semaine passée là, tellement la CAF a eu l'argent, je crois qu'ils ont donné 14 milliards à la Côte d'Ivoire. En plus des bénéfices de l'argent, ils ont ajouté 14 milliards dessus. C'est pour ça que Mosep était à Abidjan. Donc là, on n'a rien perdu. Mais ce qu'on a eu en prestige diplomatique, et à travers ça, ce qu'on a pu avoir en capacité militaire, mais on ne peut même pas vous le dire. À cause de la canne là, il y a des États comme les États-Unis aujourd'hui là, qui ont envoyé des armements sophistiqués qui sont dans le ciel ivoirien. Mais on ne peut pas, ça veut dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous devez savoir là où je veux partir. Mais aujourd'hui là, quand on te dit, là où tu es là, ta maison est protégée là, qu'est-ce qui vous fait peur? Quand on dit aujourd'hui, les Américains sont là, les Français sont sur le terrain, les Américains sont dans le ciel, les Chinois sont avec nous. De quoi est-ce que vous avez peur? Parce qu'on a su faire de tout le monde l'ami qu'il fallait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est respectée. La Côte d'Ivoire est tellement respectée qu'il y a des choses bizarres qui arrivent. On voit aujourd'hui, même au niveau de la jeunesse, le comportement a changé. La semaine dernière, je vous disais ici qu'à travers le projet ONUSA et la JAXA, ça veut dire l'agence spatiale japonaise, les Ivoiriens et les Tanzaniens ont gagné un concours. Et dans ce concours-là, ça va nous permettre bientôt de pouvoir fabriquer nos propres satellites et de les lancer. Ça là, qui sont ceux qui ont gagné ce concours-là? Il n'y a pas enfant de ministre dedans, il n'y a pas enfant de Babacha dedans, il n'y a pas enfant de gourou dedans. Ce sont les enfants de pauvres comme nous autres là. Tu peux tout arracher à un homme, mais tu ne peux pas lui arracher ce que Dieu lui a donné. Alors, il fut un temps en Côte d'Ivoire, si tu n'étais pas le fils de X ou de Y, tu ne vas pas prospérer. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire met à la disposition de ses enfants intelligents des moyens d'aller affirmer cela à l'extérieur. C'est ce qui a fait que le petit garçon est parti gagner le concours de littérature et des arts. Et le petit là, est-ce que c'est l'enfant d'un riche? Celui qui a gagné le concours de dictée là, est-ce que son papa est milliardaire? Est-ce que son papa est politicien? C'est un enfant de pauvre. Tout dernièrement, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont venus sans distinction de classe sociale. Mais en général, des enfants de pauvres. Ils ont gagné un concours de robotique. Ce qui fait la différence entre un enfant de pauvre et un enfant de riche, c'est qu'un enfant de riche là, lui voit déjà tellement de choses à côté de lui qu'il ne considère plus rien. Pour lui, tout est acquis. Alors que l'enfant de pauvre là, lui, il sait que même pour étudier là, c'est un problème. Ton papa même ne peut même pas payer tous les livres pour lui. Donc là, il a des défis à relever dans la vie. Il a des défis à relever dans la vie. Et donc ces enfants que vous voyez, qui gagnent des concours comme nos frères et sœurs qui gagnent en sport, d'autres qui gagnent dans les sciences, d'autres dans les technologies numériques, d'autres même dans la musique, et d'autres même dans les arts littéraires et dans la culture, ça finit par dire qu'est-ce que les gens se... Donc ça veut dire si moi j'ai un talent là que je fais bien là, on peut un jour aussi, je peux devenir un exemple. Mesdames et messieurs, vous nous excusez. S'il vous plaît, quand on en dirait comme ça, moi, ce ne sont pas des choses écrites. Donc, quand on m'arrête comme ça, ça casse ma dynamique. C'est plusieurs pensées qu'on essaie de structurer puis de donner. S'il vous plaît, n'appelez pas n'importe comment. Qui que vous soyez, attendez. N'appelez pas dans le vide. Ça déconcentre profondément. Si c'était de la lecture que je faisais, il n'y a pas de problème, mais c'est que je suis concentré en fait. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on donne comme des arguments pour aider les gens. Ne créons pas les conditions du désordre.
Ne créons pas les conditions du désordre. Ce n'est pas bon. Quand le moment de parler arrive, là, on dit à tout le monde, vous pouvez appeler. Donc, on va aller un peu rapidement. Donc, tout ça, ça donne de l'espoir. Et c'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train d'avoir un nouveau visage qui fait rêver presque tout le monde. Surtout même les couches les plus défavorisées. Et en toute sincérité, ma dynamique, elle est cassée. Ça, il faut le reconnaître. Et donc, en ce qui concerne la sécurité, vous ferez aussi vite de voir que les résultats sont satisfaisants. Lorsque le président prend le pays, en 2012, notre niveau de sécurité est à 6,8%. Mais aujourd'hui, nous sommes à 1,2% en janvier 2024. Aujourd'hui, nous n'avons rien à envier au plus grand capitale du monde. Vraiment, ça me fait un peu mal. La dynamique a été cassée alors que c'était très, très important. Donc, on va résumer cet aspect-là et puis pouvoir passer à autre chose pour dire que la situation sécuritaire va bien et dans la sous-région, aujourd'hui, nous sommes des exemples. Et c'est ces moyens-là qu'il faut continuer à déployer pour renforcer davantage les capacités même de notre armée. Parce que passer en l'espace de 13 ans de 6,8 à 1,2, ça veut dire qu'il y a du grand travail qui a été fait. Et nous ne parlons pas dans le vide, mais souvent il faut présenter tout ça aux Ivoiriens. Et c'est tout ça qui permet de mesurer l'efficacité de cette armée-là pour dire qu'elle fait partie des plus efficaces dans le monde aujourd'hui. Et donc, chapeau à nos forces de défense et de sécurité qui ont même aujourd'hui leur expertise qui est exportée à travers le monde. Parce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays qui demeure en paix, un pays d'hospitalité, de sécurité. Et vous ferez vite de remarquer que ceux-mêmes qui sont les fauteurs de troubles dans leur propre pays sont aussi ceux-là même qui viennent chercher la paix et un peu de stabilité en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est aussi que Reporters sans frontières, en l'espace de 13 ans, la Côte d'Ivoire qui était classée au temps de Laurent Gbagbo, à la 159e place, où on tuait des journalistes, où l'expression de la parole n'était pas libre. En 13 ans, la Côte d'Ivoire défie tous les records en devenant 106e en 2024. Ça, c'est historique. Et c'est remarquable. Aujourd'hui, il y a une telle liberté d'expression que certains même peuvent défier même l'avenir, comme Kwao Geoffroy. Parce que tout ce qui est permis n'est pas faisable. Mais à force de laisser tout le monde parler, aujourd'hui, certains parlent même sans penser que la parole peut avoir des conséquences. Certains s'assoient en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour applaudir des putschistes. Mais quand eux-mêmes récoltent les bénéfices de ces putschistes-là, vous voyez que c'est la chose la plus intéressante. Il n'y a pas plus grande malédiction pour un être humain que quand tu parles et puis ta parole là se retourne contre toi-même. Mais quoi, Geoffroy est un exemple parfait. Quand tu as trop parlé et que ta parole s'avère contre toi-même, tu ne peux avoir tes yeux que pour pleurer.